Je m'occupe des anomalies, pas celles qu'on trouve dans les livres ou au cinéma, mais les vraies, documentées, qui perturbent notre réalité habituelle. Mon boulot, c'est de les enregistrer, d'analyser et, si possible, d'expliquer. En 2019, j'ai reçu un dossier provenant du centre de la Californie, dans le comté de Fresno. Il est toujours dans un dossier séparé, marqué « En cours ». Le rapport est arrivé sur mon bureau le lundi 22 juillet. Un dossier standard, fermé par un élastique. À l'intérieur, des imprimés, quelques photos et un bref résumé. Une ferme à 2 miles à l'ouest de la ville de Caruter. Une maison à 2 étages, abandonnée depuis 1991 après la mort de son dernier propriétaire, un certain Jacob Miller. L'électricité avait été officiellement coupée et démontée par la compagnie locale PG&E en octobre de la même année, comme le prouvent les documents officiels. Le problème venait de la lumière. Chaque nuit, à peu près à la même heure, une lumière jaune uniforme s'allumait dans la fenêtre de la chambre à coucher au 2e étage. Elle restait allumée pendant 10 à 15 minutes, puis s'éteignait. Les premiers à le remarquer ont été des ados du coin en quête d'aventure. Puis le bureau du shérif s'en est mêlé. Les patrouilleurs ont confirmé le fait. La lumière était bien là. Ils ont vérifié la maison. Elle était vide, condamnée, sans aucun câble électrique, générateur ou batterie. Un des adjoints du shérif était passionné de photos et a décidé de prendre des clichés de la maison la nuit avec un appareil argentique. Quand il a développé les photos, on voyait des silhouettes sombres à l'intérieur de la fenêtre, là où la lumière était allumée. 2, parfois 3. Floues, indistinctes, mais clairement humaines. Les appareils photonumériques n'ont rien capturé de tel, juste une fenêtre vide et éclairée. C'est pour ça qu'on nous a confié l'affaire. La pellicule capture ce que ni l'œil, ni le capteur numérique ne peuvent voir. C'est notre spécialité. Je me suis envolé pour Fresno le 24 juillet. À l'aéroport, une Ford Ranger de location m'attendait, discrète et assez maniable pour les routes de campagne. Le soir, j'étais sur place. La maison était isolée, entourée de vergers d'amandiers abandonnés. Les arbres étaient sauvages, leurs branches s'entremêlaient, formant autour de la propriété un mur de verdure dense, presque infranchissable. La construction elle-même semblait solide pour son âge. Une maison de ferme américaine, classique avec un toit à 2 versants et une véranda. La peinture s'écaillait, les planches étaient grises avec le temps, mais il n'y avait pas de pourriture ni de dégâts importants. La fenêtre du 2e étage donnait sur l'allée. Elle était intacte, sans vitre, juste une ouverture vide. J'ai d'abord fait un repérage. J'ai fait le tour du périmètre, vérifié toutes les entrées. La porte principale était barricadée avec des planches épaisses, tout comme les fenêtres du rez-de-chaussée. Dans la cour arrière, il y avait une autre entrée, vers le sous-sol, fermée par une porte en bois de travers, sur des gonds rouillés. Elle était verrouillée par un gros cadenas, aucun signe d'effraction récente. De la poussière, des toiles d'araignée, des feuilles mortes. J'ai installé plusieurs détecteurs de mouvement autour du périmètre, synchronisés avec mon ordinateur portable. Pas pour attraper des fantômes, mais pour m'assurer que je ne serais pas dérangé par des invités indésirables, comme ces ados ou ces clochards. J'ai installé ma base dans ma voiture, à une centaine de mètres de la maison, derrière des oliviers sauvages. De là, je voyais parfaitement la fenêtre. J'avais avec moi mon équipement habituel. Plusieurs appareils photonumériques, haute résolution, une caméra thermique, un appareil de vision nocturne, bien sûr, un appareil photo argentique, un vieux Nikon FM2 qui avait fait ses preuves, avec plusieurs types de pellicules. Je l'ai installé sur un trépied, en orientant l'objectif directement vers la fenêtre. Le soleil s'est couché vers 20 heures. La nuit est tombée rapidement dans la vallée californienne, devenant dense et silencieuse. J'étais assis dans la cabine du pick-up, le siège incliné,
observant la maison à travers mes jumelles. L'écran de mon ordinateur portable indiquait que les détecteurs de mouvement étaient silencieux. Tout était calme. Je buvais mon café refroidi dans mon thermos et j'attendais. À 2h17 du matin, ça s'est allumé. La lumière. Elle n'a pas clignoté, mais est apparue progressivement, gagnant en intensité en quelques secondes. Une lumière uniforme, chaude, jaunâtre, comme celle d'une ampoule, à incandescence de 60 watts. Elle inondait l'embrasure de la fenêtre, mais ne projetait aucun rayon vers l'extérieur, elle brillait simplement à l'intérieur. J'ai chronométré le temps. J'ai lancé l'enregistrement sur tous les appareils photo numériques. Puis, avec précaution, en essayant de ne pas bouger le trépied, j'ai pris plusieurs photos avec mon Nikon argentique. J'ai modifié la vitesse d'obturation, essayé différents réglages du diaphragme. La lumière ne clignotait pas, ne changeait pas d'intensité. Elle brûlait, tout simplement. La caméra thermique ne montrait rien, absolument rien. L'embrasure de la fenêtre restait aussi sombre et froide que le reste du mur de la maison. Aucune source de chaleur. C'était bizarre. Toute source de lumière, même LED, dégage un minimum de chaleur. Pas celle-ci. 12 minutes plus tard, à 2h29, la lumière s'est éteinte, tout aussi doucement. Elle ne s'est pas éteinte, elle s'est évanouie, dissoute dans l'obscurité en quelques secondes. J'ai attendu encore 1 heure, mais rien ne s'est passé. La nuit est redevenue complètement noire et silencieuse. Le matin, à l'aube, je suis retourné à la maison. Les détecteurs ne s'étaient pas déclenchés pendant la nuit. J'ai retiré le verrou de la porte du sous-sol. Une clé passe-partout ordinaire a fonctionné au 3e essai. À l'intérieur, ça sentait le moisi, la moisissure et les souris. Le sous-sol était rempli de bric-à-brac, vieilles boîtes de conserve, outils de jardinage cassés, chiffons. L'escalier qui menait à l'étage était branlant, mais il a tenu mon poids. Le rez-de-chaussée était vide et recouvert d'une épaisse couche de poussière. Il n'y avait presque pas de meubles, juste une vieille table de cuisine et 2 chaises. Des journaux datant de la fin des années 80 et du début des années 90 traînaient par terre. Tout était comme dans le rapport. Je suis monté au 2e étage. L'escalier grinçait à chaque pas. En haut, il y avait 2 pièces et une salle de bain. Celle qui donnait sur la route était une chambre. Dans la pièce, il y avait un vieux lit en métal sans matelas. Contre le mur, une commode en bois avec des tiroirs cassés. Sur le sol, une épaisse couche de poussière grise, sans aucune trace. J'ai spécialement éclairé avec ma lampe de poche sous différents angles. La surface était intacte. J'ai fait le tour de la pièce. Pas de fil. J'ai enlevé quelques pasques-planches qui recouvraient dans les murs et le plafond. Vide. Pas de cachette, pas de dispositif caché. J'ai vérifié les murs et le sol avec un dosimètre. Le fond était normal. J'ai fait une analyse chimique pour voir s'il y avait des luminophores ou d'autres substances phosphorescentes. Résultat, négatif. Il n'y avait absolument rien qui pouvait expliquer la lueur nocturne. La pièce était juste une pièce vide, vieille et poussiéreuse. De retour à la voiture, j'ai installé un laboratoire photo de fortune. J'étais impatient de voir la pellicule. Le développement a pris environ 1 heure. Quand j'ai sorti la pellicule, encore humide du fixateur, et que je l'ai mise à la lumière, je n'ai pas ressenti de peur, mais une curiosité froide et professionnelle. Ils étaient là. Sur les clichés pris pendant la lueur, 3 silhouettes sombres étaient visibles à l'intérieur de l'embrasure de la fenêtre. L'une était plus grande, se tenait bien au centre. Les 2 autres, plus petites, étaient sur les côtés, comme assises. Leurs contours étaient volants, flous, sans détails. Juste des silhouettes sombres sur un fond clair. Elles ne bougeaient pas. Sur toutes les photos, elles étaient dans la même position. J'ai scanné les négatifs et agrandi l'image sur mon ordinateur portable.
Il n'y avait pas plus de détails. C'était moudre juste des ombres, des silhouettes figées, invisibles à l'œil nu, à la caméra numérique ou à la caméra thermique. Mais la pellicule les avait vues. J'ai vérifié les enregistrements numériques. Une fenêtre vide et lumineuse. Aucune silhouette, aucune distorsion. Rien. Juste de la lumière. J'ai passé le reste de la journée à me préparer pour la deuxième nuit. J'ai décidé d'agir de manière plus agressive. Dans la chambre à coucher au deuxième étage, j'ai installé une station autonome. Elle comprenait un micro super sensible, un capteur de champ électromagnétique, un autre appareil photo-argentique, cette fois pointé vers la fenêtre depuis l'intérieur de la pièce, et un thermographe qui enregistrait les données sur une carte mémoire. Tout ça marchait avec une batterie que j'avais mise dans le couloir pour éviter toute interférence avec les appareils dans la pièce. À l'extérieur, j'ai laissé tout en place. La caméra sur son trépied, la caméra thermique et mon poste d'observation personnel. Je voulais obtenir un maximum de données, voir ce qui se passait des deux côtés de la fenêtre. La deuxième nuit a été exactement la même que la première. À 2h19, la lumière s'est allumée progressivement. J'ai refait la même chose tout en regardant les appareils sur mon ordinateur portable. Le capteur de champ électromagnétique dans la pièce indiquait une activité nulle. D'après le graphique du thermographe, la température n'avait pas bougé d'1 degré. La lumière était restée allumée pendant exactement 13 minutes et s'est éteinte à 2h32. Le matin, j'ai récupéré mon matos. Le micro n'avait rien enregistré, à part un bruit de vent à peine audible. Les données du thermographe et du capteur EM confirmaient ce que j'avais vu en ligne. Aucun changement. J'étais super impatient de développer la deuxième pellicule, celle qui était restée dans la pièce. Le résultat était décevant. Sur la pellicule prise à l'extérieur, on voyait à nouveau les 3 silhouettes dans la fenêtre. Et sur la pellicule prise à l'intérieur, il n'y avait rien, absolument rien, juste un rectangle sombre de la fenêtre sur fond de paysage nocturne. Pas de lumière, pas de silhouette. Il semblait que la lumière et les silhouettes à la fenêtre n'étaient visibles que de l'extérieur, et seulement pour l'émulsion de la pellicule, si l'on parle des silhouettes. De l'intérieur de la pièce, il n'y avait rien. Cela défiait toute logique. Le phénomène avait une direction. Il n'existait que pour l'observateur se trouvant à l'extérieur de la maison. J'étais assis dans la camionnette, regardant les 2 cérabes de négatifs. Sur l'une, une fenêtre éclairée avec 3 ombres. Sur l'autre, une fenêtre sombre, prise au même moment, à quelques mètres de distance. Mais elles montraient 2 réalités complètement différentes. J'ai vérifié mon matos. Tout était en ordre. J'avais utilisé une pellicule provenant du même lot. Il ne pouvait y avoir d'erreur. J'ai décidé que j'avais besoin de plus d'infos sur l'endroit, sur l'histoire de la maison et sur son dernier propriétaire. Nos rapports n'étaient clairement pas suffisants. J'ai prélevé des échantillons de terre autour de la maison, coupé quelques 2 branches d'amandier sauvages, gratté des échantillons de peinture et de bois sur les murs à l'intérieur de la chambre. J'ai tout emballé dans des sacs stériles. Peut-être qu'il y avait quelque chose là-dedans, un agent chimique ou biologique que je n'avais pas pu identifier sur place. Je savais que c'était peu probable, mais je devais écarter toutes les explications rationnelles avant d'admettre que j'étais face à quelque chose qui dépassait l'entendement. Dans l'après-midi, je suis allé à Karuter, une petite ville poussiéreuse, figée dans le temps. Dans les archives locales, qui se trouvaient dans une pièce de la mairie, j'ai trouvé de vieux journaux et des registres fonciers. La maison des Miller avait été construite en 1920. Jacob Miller l'avait héritée de son père. Il ne s'était jamais marié et n'avait pas d'enfants. Ses voisins, cités dans la nécrologie publiée dans le journal local en 1991, le décrivaient comme un homme calme et solitaire. Au cours des dernières années de sa vie, il ne sortait presque plus de chez lui. Il est mort d'une crise cardiaque dans sa chambre,
au 2e étage. On ne l'a retrouvé qu'une semaine plus tard. Le rapport du médecin légiste ne mentionnait rien d'inhabituel, à l'exception d'un détail. Il indiquait que le corps avait été retrouvé assis dans un fauteuil près de la fenêtre. À côté, sur le sol, gisaient 2 vieilles photos défraîchies dans des cadres. L'une représentait Jacob dans sa jeunesse avec ses parents. L'autre montrait une femme inconnue avec 2 jeunes enfants. L'identité de ces personnes n'a jamais été établie. Les photos ont été transmises au bureau du shérif comme effet personnel du défunt et ont probablement fini par se perdre dans les archives. 3 personnes. Un homme debout, 2 silhouettes plus petites, assises. Ça me tracassait. La ressemblance avec les silhouettes sur ma pellicule était trop frappante. Je suis rentré chez moi à la tombée de la nuit. J'avais un plan pour la 3e nuit. Ce plan était dos risqué et enfreignait plusieurs points du protocole standard. Mais je devais essayer. J'avais l'intention de rester dans la pièce lorsque la lumière s'allumerait. Le protocole interdit formellement de se trouver au centre de l'anomalie pendant sa phase active, sans raison valable et sans équipe de renfort. Je n'avais ni l'un ni l'autre, mais rester dehors à collectionner des photos identiques n'avait aucun sens. Le phénomène était localisé dans l'embrasure de la fenêtre et n'existait que pour un observateur extérieur. Pour comprendre sa nature, il fallait briser ce système en introduisant une nouvelle variable dans l'équation, l'observateur interne. J'ai ramené la plupart de mon équipement dans la maison. Mon plan pour la 3e nuit était simple. Je resterai dans la chambre à coucher au 2e étage pendant l'événement. J'aurai avec moi un enregistreur numérique, un dosimètre, un thermomètre et 2 appareils photo, un numérique et un Nikon argentique. J'ai installé un appareil photo Polaroid sur un trépied près de la fenêtre. Je voulais un résultat immédiat pour ne pas avoir à attendre jusqu'au matin. À l'extérieur, près de la voiture, j'ai laissé un appareil photo braqué sur la fenêtre. Le signal vidéo était transmis sans fil à un petit écran de 7 pouces que j'avais emporté avec moi. Je voulais voir ce que voyait un observateur extérieur. J'ai installé mon poste dans un coin de la pièce, en diagonale par rapport à la fenêtre. Je me suis assis par terre, adossé au mur. De là, je pouvais voir la fenêtre et une grande partie de la pièce. J'ai vérifié la connexion. L'écran affichait une image claire, le mur sombre de la maison et le rectangle noir de la fenêtre. L'enregistreur n'enregistrait aucun son. Le dosimètre indiquait un niveau de fond de 0 microsievert par heure. La température dans la pièce était de 22 degrés Celsius. Il était environ 11 heures du soir. Je me suis préparé à attendre. Le temps passait lentement. Dans le silence et l'obscurité totale, mon ouïe s'a aiguisé. J'entendais le bruit lointain de l'autoroute, une souris gratter quelque part dans les murs. Les vieilles poutres de la maison craquaient. La poussière flottait dans l'air. Je sentais son odeur sèche et moisie. Je restais assis immobile, essayant même de respirer régulièrement pour ne pas perturber la pureté de l'expérience. La seule source de lumière était l'écran sombre de l'ordinateur posé sur mes genoux. À 2h16, j'ai sursauté, pas à cause d'un bruit ou d'un mouvement dans la pièce, mais à cause de ce que j'ai vu sur l'écran. Le rectangle de la fenêtre de l'ordinateur a commencé à se remplir progressivement d'une lumière jaune. J'ai levé les yeux. Devant moi, à 10 pas, se trouvait toujours la même ouverture complètement noire, derrière laquelle on pouvait distinguer les silhouettes d'arbres lointains dans la faible lumière des étoiles. Rien n'avait changé dans la pièce. Il faisait toujours aussi sombre et calme. Mais sur le petit écran entre mes mains, la pièce dans laquelle j'étais assis était baignée d'une lumière vive. C'était la sensation la plus étrange et la plus illogique de toute ma carrière. Je me trouvais à l'intérieur d'une source de lumière qui n'existait pas. J'étais dans 2 réalités à la fois. Dans l'une,
perçue par mes autres sens, régnait l'obscurité. Dans l'autre, capturée par l'objectif impassible de l'appareil photo à l'extérieur, la lumière brillait. Je me suis forcé à me concentrer sur le protocole. 2h17, ai-je murmuré dans le dictaphone. Visuellement, rien n'a changé dans la pièce. Il fait sombre. Les appareils fonctionnent normalement. Cependant, la caméra de surveillance extérieure enregistre une lueur à la fenêtre. La luminosité est toujours stable. J'ai pris mon Nikon argentique et j'ai pris plusieurs photos de la fenêtre depuis l'intérieur. Puis j'ai pointé l'objectif vers le mur opposé et j'ai pris une autre photo. Après ça, j'ai pris mon appareil photo numérique et j'ai refait la même chose. L'écran de l'appareil numérique m'a montré la même chose que mes yeux. Une pièce sombre. Maintenant, le Polaroid. Je me suis levé, je me suis approché du trépied près de la fenêtre et j'ai appuyé sur le déclencheur. L'appareil photo a craché la carte avec un clic. Je l'ai mise dans la poche intérieure de ma veste pour qu'elle se développe dans l'obscurité totale. Je suis retourné à ma place dans le coin et j'ai regardé à nouveau l'écran. La lumière de la fenêtre était toujours allumée. J'étais assis dans le noir et je regardais l'image lumineuse de l'endroit où je me trouvais. Ça me donnait un peu la nausée, comme si mon système vestibulaire était déréglé, comme si mon cerveau n'arrivait pas à concilier deux signaux contradictoires. À 2h30, la lumière de l'écran commença à s'éteindre progressivement. Quelques secondes plus tard, elle disparut. C'était fini. Je restais assis dans le noir pendant environ 1 heure, à écouter et à observer. Rien. Tout était fini. Je ne pris pas la peine d'attendre le matin. J'allumai ma lampe frontale et sortis tout de suite la carte Polaroid. Je l'ai lentement retournée. La photo montrait la vue depuis la fenêtre. Un paysage nocturne, des arbres. Aucune lumière, aucune silhouette. Le vide. Cela confirmait les données de la pellicule prise de l'intérieur la nuit précédente. La lumière et les silhouettes étaient un phénomène unilatéral. Je suis descendu à ma voiture et j'ai tout de suite commencé à développer la pellicule du Nikon. Comme prévu, les photos de la fenêtre étaient vides. Vide, juste un rectangle noir. Mais quand j'ai développé la photo de la pièce opposée, je me suis figé. La photo était sombre, presque noire. Mais contrairement à la photo complètement vide prise avec l'appareil numérique, il y avait quelque chose dessus. 3 taches sombres, à peine discernables, encore plus floues que sur les photos prises à l'extérieur. Elles ne ressemblaient pas à des silhouettes, mais plutôt à des défauts de la pellicule ou à des ombres. Mais leur emplacement, l'une, plus grande, se trouvait à l'endroit où se trouvait une vieille commode contre le mur. Les 2 autres, plus petites, étaient nées sur le sol, plus près de l'endroit où j'étais assis. Leurs contours étaient irréguliers, mais elles étaient bien là. La pellicule avait enregistré leur présence dans la pièce, avec moi. Dans l'obscurité totale, j'ai rassemblé les faits. La lumière n'était visible que de l'extérieur, les silhouettes à la fenêtre aussi. Mais le film montre des ombres bizarres à l'intérieur de la pièce, là où il n'y a rien pour les yeux et la matrice numérique. Donc, ce n'était pas juste une image à la fenêtre, ça avait du volume. Il remplissait toute la pièce, mais était invisible et intangible. Et j'étais à l'intérieur. Un frisson m'a parcouru le dos, mais ce n'était pas de la panique, plutôt l'excitation du chercheur. Une hypothèse a commencé à prendre forme. La lumière à la fenêtre n'était pas la source, mais un effet secondaire, une sorte de rejet du processus qui se déroulait à l'intérieur, comme la lueur des gaz d'échappement d'une voiture dans l'obscurité. Le processus lui-même est invisible, mais la pellicule en capture les traces. Et ces traces ont la forme de silhouettes humaines. Le matin, je suis retourné à Fresno. Pas aux archives, mais au bureau du shérif du comté. Je me suis présenté comme un expert en sinistre, enquêtant sur une vieille affaire concernant la propriété de Miller. Quelques mensonges plausibles et des termes bien choisis
font des merveilles. J'avais besoin d'accéder aux archives des preuves matérielles. Je cherchais les photos trouvées près du corps de Jacob Miller en 1991. J'ai eu de la chance. À l'époque, personne ne s'occupait de numérisation et les vieilles preuves matérielles étaient souvent simplement jetées dans des boîtes et oubliées. Après 2 heures de recherche dans un sous-sol poussiéreux, un vieux commis m'a apporté une boîte en carton portant l'inscription « Miller J. 187-91 ». À l'intérieur, parmi d'autres bric-à-brac, dans un sac en papier jauni, il y avait 2 photos dans des cadres en bois simple. Le verre était fêlé. Je les ai sorties à la lumière. La première était un portrait en studio. Un homme et une femme d'âge moyen, et entre eux, un jeune homme d'une vingtaine d'années. Jacob lui-même, ses parents. La deuxième photo était amateur, prise dans la rue. On y voyait une jeune femme tenant par la main 2 petits-enfants, un garçon et une fille. Ils plissaient les yeux à cause du soleil. Au dos, écrit à l'encre décolorée, on pouvait lire « Anne, Michael et Sarah, juin 1962 ». J'ai comparé la composition avec les silhouettes sur mes négatifs. La correspondance était presque parfaite. La grande silhouette au centre était Jacob. Les 2 silhouettes sur les côtés étaient Zach de ses parents. Et les ombres, à l'intérieur de la pièce, leur disposition ne correspondait pas à celle de la photo des parents. Elle correspondait à celle de la photo d'Anne et des enfants. Tout cela changeait la donne. Une scène se déroulait à la fenêtre. Jacob et ses parents. Peut-être un souvenir de l'époque où la maison était encore habitée. Et à l'intérieur de la pièce, il y avait autre chose. Quelque chose en rapport avec Anne, Michael et Sarah. 2 couches différentes d'un même phénomène. Je suis retourné à la maison avec les photos. Maintenant, j'avais pas seulement une hypothèse, mais un sujet d'expérience. Que se passerait-il si je mettais le catalyseur supposé de l'anomalie au centre de celle-ci? J'ai décidé de laisser la photo d'Anne et de ses enfants dans la chambre. Et moi, j'allais observer de l'extérieur. Je voulais voir si quelque chose allait changer dans l'image que la maison montrait chaque nuit. Pour la 4e nuit, j'ai tout préparé avec beaucoup de soin. J'ai installé la caméra sur un trépied à la même place, mais j'en ai placé une autre à côté, avec un autre type de pellicule. Une pellicule noire et blanc très sensible. Je n'ai laissé aucun équipement dans la chambre du 2e étage. J'y suis simplement entré pendant la journée, en faisant attention de ne pas laisser de traces sur le sol poussiéreux, et j'ai posé la photo encadrée sur le rebord de la fenêtre en l'appuyant contre le mur, le recto vers l'extérieur, pour qu'elle soit visible de l'extérieur. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Est-ce que l'heure à laquelle la lumière apparaîtrait changerait? Sa couleur? Ou peut-être les silhouettes? J'étais assis dans ma voiture, vérifiant la mise au point des 2 appareils photo, et je sentais que cette nuit serait décisive. Soit j'obtiendrais de nouvelles infos qui me mettraient sur la bonne piste, soit l'expérience échouerait et j'obtiendrais à nouveau une photo avec 3 silhouettes standards, ce qui signifierait que je faisais fausse route. La tension était à son comble. Je ne me contentais pas d'observer. Pour la première fois, j'essayais d'intervenir dans le processus. L'attente de la 4e nuit était différente. Les fois précédentes, j'étais un observateur passif, un enregistreur de faits. Maintenant, j'étais devenu un participant actif, ayant introduit dans le système mon propre élément étranger. Je ne savais pas quelle serait la réaction, et c'est précisément cette ignorance qui créait la tension. Assis dans la cabine du pick-up, je regardais la maison sombre et je me sentais comme un démineur qui avait tiré sur le mauvais fil. Tout a commencé 9 minutes plus tôt que d'habitude, à 2h suite, et pas en douceur, comme avant. La lumière dans la fenêtre s'est allumée instantanément, brusquement, comme à cause d'un court-circuit, et elle était d'une autre couleur, pas chaude, jaune comme une ampoule, mais froide,
presque blanche avec une teinte bleutée. Elle était plus vive et semblait bizarre, pas naturelle. J'ai tout de suite commencé à prendre des photos. Mais tes doigts d'homme bougeaient tout seuls, appuyant sur le déclencheur de l'une puis de l'autre caméra, changeant la vitesse d'obturation. Je regardais dans le viseur, puis dans les jumelles, essayant de voir les détails. Mon cœur battait un peu plus vite que d'habitude. L'expérience avait marché. L'intervention avait provoqué une réaction. La lumière clignotait nerveusement, changeant d'intensité. Puis j'ai vu du mouvement. Jusque-là, les silhouettes étaient droits, toujours statiques, figées, comme sur une vieille photo. Maintenant, elles bougeaient. 3 silhouettes sont apparues à la fenêtre, comme je m'y attendais. Une plus grande et 2 plus petites, une femme et 2 enfants. Mais ils ne restaient pas immobiles. Ils se déplaçaient à l'intérieur du rectangle lumineux. Leurs mouvements étaient rapides, saccadés, comme dans un vieux film accéléré. Ils apparaissaient et disparaissaient, changeaient de position, se superposaient là les uns aux autres. Ce n'était pas une scène, mais le chaos, la panique figée dans la lumière. Et là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Au milieu de ce mouvement chaotique, pendant une fraction de seconde, une 4e silhouette est apparue à la fenêtre. Elle était complètement différente, beaucoup plus grande et plus mince que les autres, avec des membres disproportionnés. Elle ne s'agitait pas. Elle est juste apparue à l'arrière-plan, derrière les 3 autres silhouettes, et a semblé leur tendre la main. Puis elle a disparu. Tout ça n'a pas duré plus d'1 seconde. Juste après, à 2h21, la lumière s'est éteinte d'un coup. Elle ne s'est pas éteinte progressivement, mais s'est simplement coupée, comme si quelqu'un avait coupé le courant. L'événement a duré 13 minutes au total, comme avant, mais son caractère avait radicalement changé. Je suis resté assis dans le silence, à digérer ce que j'avais vu. L'anomalie passive était devenue agressive. Elle ne m'avait pas simplement montré une nouvelle image. Elle m'avait montré une scène de violence et de peur, et un nouveau personnage inconnu était apparu. J'ai attendu l'aube sans quitter la maison des yeux. J'avais l'impression que si je me détournais, je raterais quelque chose. Quand les premiers rayons du soleil ont touché le toit, je suis sorti de la voiture et me suis dirigé vers la maison. L'air était froid et humide. Je suis entré par le sous-sol et suis monté au 2e étage. La chambre était calme et poussiéreuse, comme d'habitude. Mais une surprise m'attendait sur le rebord de la fenêtre. La photo encadrée était couchée sur le côté. Le verre, qui était juste fêlé avant, était maintenant en 1000 morceaux. Des petits éclats traînaient sur le rebord de la fenêtre et sur le sol. Mais ce n'était pas le plus bizarre. L'image elle-même, la carte avec Anne et les enfants, avait changé. Elle avait décoloré, était presque blanche, comme si elle avait été laissée longtemps en plein soleil. On distinguait à peine les silhouettes des personnes, leurs visages étaient devenus des taches blanchâtres. Le phénomène n'avait pas simplement lu les informations contenues dans la photo. Il les avait utilisées, brûlées comme du combustible. J'ai soigneusement rassemblé les restes du cadre et la photo décolorée dans un sac pour les pièces à conviction. Puis je suis retourné à la voiture et je me suis occupé de la pellicule. Les résultats du développement ont confirmé ce que j'avais vu pendant la nuit. Sur la pellicule couleur, 3 silhouettes floues, une femme et des enfants, étaient imprimées sur fond de lumière blanche et froide. Leur position changeait d'une image à l'autre. Mais la pellicule noire et blanc super sensible a révélé quelque chose de plus. Sur l'une des images, celle que j'avais prise pendant un bref moment de calme dans leur mouvement, elle y était là, la 4e silhouette. Ce n'était pas juste une ombre. Ses contours étaient bas, plus nets. Une silhouette grande, anormalement maigre, penchée sur l'un des enfants. L'image était granuleuse, mais elle dégageait une impression menaçante.
Il était clair que je n'avais pas affaire à un souvenir résiduel du lieu, ni à un écho inoffensif du passé. J'avais réveillé quelque chose de maléfique. Le discret solitaire Jacob Miller et sa nostalgie de ses parents n'étaient qu'un écran, une couche superficielle d'anomalies qui se répétait en boucle depuis des décennies. Sous cette couche se cachait autre chose, quelque chose lié à Anne, Michael, Sarah et cette quatrième silhouette sans nom. Et mon intervention avait brisé cette couche protectrice, libérant le véritable contenu du phénomène. Je devais découvrir qui étaient Anne et ses enfants. Je suis retourné à Fresno et j'ai passé toute la journée à la bibliothèque publique, où j'ai pu accéder aux archives numérisées des journaux locaux. J'ai tapé dans le moteur de recherche « Anne, Michael, Sarah, 1962, disparu, comté de Fresno, accident ». Les heures passaient sans résultat. J'avais presque abandonné quand j'ai décidé de changer de tactique et de chercher des indices indirects. J'ai commencé à chercher tous les incidents criminels ou exceptionnels survenus dans la région de Carothers en 1962. Et j'ai trouvé une brève dans le journal The Fresno Bay du 4 août 1962. Le titre disait « Une voiture abandonnée retrouvée ». L'article disait qu'un patrouilleur avait trouvé une voiture Chevrolet vide sur le bord de la route, à environ 1 kilomètre de la ferme des Miller. Les portes n'étaient pas verrouillées et un sac à main contenant des documents au nom d'Anna Maria Connors était sur le siège. Des jouets pour enfants ont aussi été trouvés dans la voiture. Madame Connors et ses 2 enfants, Michael, 7 ans, et Sarah, 5 ans, étaient allés rendre visite à des proches dans une ville voisine, mais ils n'étaient jamais arrivés à destination. La police a lancé les recherches, mais ni la femme ni les enfants n'ont été retrouvés. L'article mentionnait, et ce détail m'a donné des frissons dans le dos, que Madame Connors avait récemment quitté son mari et qu'elle fréquentait, selon les rumeurs, un fermier du coin. Le nom du fermier n'était pas mentionné dans l'article. Tout s'est mis en place. Jacob Miller, un fermier discret et solitaire. Anne était sa maîtresse secrète. Peut-être était-elle venue le voir ce jour-là pour rompre avec lui, ou au contraire pour rester avec lui pour toujours. Et quelque chose a mal tourné. Quelque chose de terrible, d'irréparable. Et cela s'est passé dans cette maison. Maintenant, les visions nocturnes prenaient un sens sinistre. Ce n'était pas juste des ombres, c'était l'écho d'un meurtre. Pendant des décennies, il avait été caché sous un autre souvenir plus innocent de Jacob concernant ses parents, qui se répétait encore et encore. Mais en apportant la photo des victimes dans la maison, j'avais brisé ce cycle. J'ai forcé l'anomalie à se souvenir de l'autre événement. Et maintenant, elle le rejouait. Et la 4e silhouette, c'était lui, Jacob Miller, pas comme une silhouette passive sur une vieille photo, mais comme un acteur actif de la tragédie, un prédateur. Ma mission avait changé. Je ne pouvais plus être juste un observateur. J'avais provoqué cette créature, et maintenant, elle savait que j'étais là. Je ne pouvais pas laisser les choses comme ça. Cette nouvelle version du phénomène était trop agressive et instable. Je ne savais pas de quoi elle était capable. Son effet pouvait-il s'étendre au-delà de la maison? Je devais essayer d'arrêter ça, ou, au moins, ramener tout à son état stable d'avant. J'avais encore un truc dans la boîte du bureau du shérif. La 2e photo, celle où on voyait le jeune Jacob avec ses parents. Le plan pour la 5e nuit était à la fois logique et dingue. Si une photo avait déclenché le cycle de violence, peut-être qu'une autre pourrait l'arrêter. J'allais remettre la bonne photo à sa place, en espérant que l'anomalie redevienne latente et prévisible. Je rentrais chez moi, et pour la première fois depuis des années, je me sentais mal à l'aise. J'allais entrer en confrontation directe avec quelque chose dont je ne comprenais pas la nature, mais dont les intentions m'étaient donc désormais très claires. La 5e nuit devait être la dernière.
Soit j'obtenais un résultat, soit j'abandonnais l'opération et passais le relais avec une note indiquant qu'il s'agissait d'une anomalie incontrôlable et agressive. La deuxième option ne me convenait pas. Ça aurait été un aveu de défaite. Je me dirigeais vers la maison et la photo encadrée posée sur le siège passager semblait plus lourde que du plomb. La photo de Jacob et de ses parents, mon seul moyen d'influence. Mon plan était simple et extrêmement dangereux. Je devais entrer dans la maison juste avant le début de l'événement et remplacer le Carbius carburantiate de l'anomalie. Prendre la photo décolorée d'Anne et des enfants et la remplacer par celle des parents de Miller. Il fallait le faire pendant le court laps de temps où le système était peut-être le plus vulnérable, au moment de sa réinitialisation avant le début d'un nouveau cycle. J'ai laissé tout mon matos dans la voiture, sauf mon Nikon avec une pellicule noir et blanc et un enregistreur numérique. Je n'avais pas l'intention de faire d'autres mesures. J'allais passer à l'action. À 1h55 du matin, je suis sorti de la camionnette. La nuit était calme et sans lune. Je suis entré dans la maison. Chaque craquement du plancher dans le silence assourdissant ressemblait à un coup de feu. Je n'ai pas allumé la lampe, me guidant à la mémoire et à la faible lumière qui pénétrait par les fenêtres depuis la rue. En montant au deuxième étage, je me suis figé à l'entrée de la chambre. Il faisait complètement noir à l'intérieur, mais je sentais le froid qui émanait de la pièce. Pas juste la fraîcheur d'une vieille maison, mais une absence physique et palpable de chaleur. J'ai regardé ma montre. 2h05. Il restait 3 minutes. J'ai fait un pas à l'intérieur. L'air était lourd, étouffant. Je me suis forcé à m'approcher de la fenêtre. J'ai tendu la main et j'ai tâtonné sur le rebord pour trouver le cadre brisé. Mes doigts touchèrent la surface lisse et froide de la photo décolorée. Je la glissai dans la poche de ma veste. Puis je sortis une autre photo de mon col, dans un cadre intact, et la posai au même endroit, appuyée contre le mur. C'était une photo de Jacob avec ses parents. Ma part du marché était faite. À ce moment précis, à 2h08 pile, ça a commencé. La lumière ne s'est pas allumée dans la pièce. Mais j'ai entendu un bruit. Ce n'était ni un cri, ni une voix. C'était un bruit sec, grinçant, comme si quelqu'un traînait quelque chose de lourd sur le plancher en bois. Il venait du coin le plus éloigné de la pièce. Je me suis retourné brusquement, levant instinctivement ma caméra. Dans l'obscurité, je ne voyais rien, mais le bruit était réel, physique. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement du dictaphone qui pendait à mon cou. Le grincement s'est intensifié, accompagné d'un autre bruit, un léger craquement, comme si on cassait des branches sèches. La température dans la pièce a chuté. Je voyais la vapeur sortir de ma bouche. Le dosimètre à mon poignet était silencieux, mais je sentais des frissons courir sur ma peau, pas à cause de la peur, mais de l'électricité statique. L'air autour de moi craquait. J'ai commencé à prendre des photos, à l'aveuglette. Je dirigeais l'objectif vers l'endroit d'où venait le bruit et appuyais sur le déclencheur. Encore et encore. Je n'ai pas utilisé le flash, je ne voulais pas lui donner de point de repère. Juste le clic de l'obturateur dans le noir. Le bruit de frottement s'est arrêté juste devant moi, à quelques de mètres. Je me suis figé, sans respirer. Dans le silence qui a suivi, je l'ai senti. Une présence. Invisible, intangible, mais bien réelle. Quelque chose d'énorme et de froid se tenait juste devant moi, dans l'obscurité. J'ai pris une autre photo en pointant l'appareil photo droit devant moi. Et à ce moment-là, un grondement grave et vibrant a parcouru toute la maison. Il ne venait pas d'un endroit précis, mais de partout à la fois. Les poutres en bois ont vibré. De la poussière est tombée du plafond. Le grondement s'est amplifié, devenant presque insupportable, assourdissant. Je le sentais résonner dans ma poitrine. Et aussi soudainement qu'il avait commencé, le grondement s'est arrêté. Les bruits ont cessé. Le froid s'est dissipé.
La sensation de présence a disparu. Je me tenais dans une pièce normale, calme et poussiéreuse. J'ai regardé ma montre. 2h20 et 1 minute, 13 minutes. Le cycle était terminé. Mais cette fois, j'étais à l'intérieur du mécanisme et il essayait de me broyer. Je n'ai pas traîné. Lentement, en reculant, je suis sorti de la pièce, j'ai descendu les escaliers et j'ai quitté la maison. Ce n'est qu'une fois assis dans ma voiture et après avoir verrouillé les portes que je me suis autorisé à respirer profondément. Mes limes minces tremblaient un peu, mais pas de peur, plutôt à cause de l'adrénaline. J'ai quitté les lieux et je ne suis jamais revenu. J'ai développé la pellicule, à la base, à des centaines de kilomètres de la ferme des Miller. Les premières photos, prises vers le coin, étaient presque vides, juste un léger voile que je n'avais pas vu. Mais sur les photos suivantes, à mesure que le bruit se rapprochait de moi, elles devenaient plus denses. Et sur la dernière photo, celle que j'ai prise quand ça se tenait juste devant moi, il y avait une silhouette. Ce n'était pas une silhouette floue. C'était une distorsion nette et noire comme du charbon de l'espace. Une silhouette grande et mince, les bras tendus. Elle ne reflétait pas la lumière, elle l'absorbait. À sa place sur le négatif, il n'y avait absolument rien. Et l'épaule était capturée en mouvement, penchée vers moi. C'était la chose la plus effrayante que j'avais jamais vue sur pellicule, parce que ce n'était pas un fantôme. C'était un prédateur. Dans mon rapport final, j'ai indiqué que l'anomalie avait été ramenée avec succès à un état latent. J'ai recommandé de sceller toutes les entrées de la maison avec du béton et d'interdire définitivement l'accès au site. Mais les recommandations ont été suivies. L'équipe de surveillance à distance qui a effectué une observation 1 mois plus tard a confirmé que chaque nuit, à 2h17, une lumière jaune chaude et uniforme s'allumait à la fenêtre. La vidéo montre 3 silhouettes immobiles, celle de Jacob et de ses parents. Tout était revenu à la normale. L'affaire était classée. Mais pour moi, ce n'était pas fini. Cet enregistrement sur le dictaphone. La plupart du temps, on n'entend que des grincements, des craquements et mes pas. Mais à un moment donné, quand la maison s'est remplie d'un bourdonnement grave, le micro a capté quelque chose que mon oreille n'entendait pas. Après plusieurs étapes de filtrage et d'amplification du son, les experts du labo ont identifié un motif répétitif dans ce grondement. Ce n'était pas un bruit aléatoire. C'était une voix, déformée, sans intonation, semblable à un son mécanique. Elle répétait le même mot, encore et encore. C'était un nom, le nom d'un des enfants. Michael, Michael, Michael. J'ai arrêté l'image que montrait la maison, mais je n'ai pas arrêté ce qui vit à l'intérieur. C'est toujours là, dans le noir. Et maintenant, ça c'est qu'on peut l'entendre.